Bienvenue chers auditeurs dans la rubrique Aéronautique et Marine, présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'est le vol à voile, autrement dit le vol en planeur. Cet avion silencieux, ce grand avion très léger. Et pour cela nous allons aller sur un aérodrome qui se trouve dans le sud-est de la France, à Fayence exactement. Et nous allons retrouver notre invité, Monsieur Philippe Young. Alors Monsieur Philippe Young, vous êtes conférencier, vous êtes un passionné d'aéronautique et d'espace. Vous êtes pilote de vol à voile et également d'avions de tourisme. Mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait auparavant? Et là nous sommes en direct sur l'aérodrome de Fayence dans le Var. Et c'est le plus grand aérodrome de vol à voile national. C'est bien ça? Oui, c'est le club numéro 1 en France. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Philippe Young? Donc, je suis un passionné de tout ce qui vole, du moins le gros, et j'ai transformé ça en devenant ingénieur, et en l'occurrence à l'aérospatiale à Cannes. Ah, voilà. Et le hasard a voulu que je commence dans les satellites. Mais après, je me suis éclaté puisque je suis allé sur le programme Hermès où donc je joignais l'aéronautique et l'espace. Et là, vous avez appris à piloter où cela? Et parallèlement, à l'école, à Supaéro, on avait une très forte subvention pour apprendre à piloter, ce qui finalement est logique pour les ingénieurs de l'aéronautique et de l'espace. Et donc j'en ai profité pour passer mes qualifications de pilote d'avion, pilote de planeur et pilote remorqueur. Alors, pilote remorqueur. Aujourd'hui, on a passé quelques heures, il fait très chaud et pourtant nous sommes au mois de septembre, il fait encore vraiment chaud, dans le Var, sur ce magnifique aérodrome où il y a environ une quarantaine de planeurs apparemment. Et nous avons vu ce qu'était le remorquage. Mais comment décolle un planeur? C'est vrai que finalement, ça ne fait pas du tout de bruit, il n'y a pas de moteur. Alors comment décolle-t-il? Et c'est là où Monsieur Philippe Young est intervenu, parce qu'il est pilote remorqueur. Et c'est avec quel genre d'avion que vous remorquez ce planeur pour qu'il décolle? Donc effectivement, à part les planeurs motorisés, les planeurs ont besoin d'être mis en l'air par un moyen. D'ailleurs au début c'était par des treuils, au début du vol à voile. Et puis ensuite, ce sont devenus des avions remorqueurs, qui étaient bien pratiques, parce que le problème du treuil, c'est qu'il largue à une altitude limitée et au-dessus du terrain. Et si c'est pas bon, on retombe. Alors que l'avion remorqueur, lui, permet d'aller chercher les bons endroits, les bons coins. Et là, en l'occurrence, l'avion que je pilote, c'est un Morane Sonirali, donc qui est d'ailleurs, soit dit en passant, l'avion français le plus construit après-guerre. Très joli. Puisque franco-français, plus de 3000 exemplaires et vendus dans le monde entier. Une hélice, donc de pales, un joli cockpit aussi. Par exemple, ce matin, là, vous étiez deux à remorquer. Alors effectivement, comme à Fayence, on peut pas mettre de treuil parce que le terrain est trop petit, et donc tout se fait avec remorqueur. Et donc, il faut effectivement au minimum de remorqueurs, même quand les journées sont très moyennes comme aujourd'hui. Remorqueur, ça veut dire qu'en fait, derrière l'avion, il y a un câble. Et ce câble qui est assez long, combien de mètres à peu près? 30, 40 mètres. Ah oui, quand même. Grosso modo, oui. Et qui, au bout, a un anneau, et c'est ça? Donc en fait, il y a un anneau à chaque extrémité. Donc il y a un anneau qui est sur le crochet du remorqueur, puisque le remorqueur peut larguer le câble en cas de problème. Et l'autre extrémité, l'autre anneau, est accroché à un crochet dans le nez ou sous le cockpit du planeur. D'accord. Et donc après, le pilote de planeur, lui, il va se mettre dans son planeur. On le dit bien qu'il n'a pas du tout qu'il y a des petits trous. Une roue. Une roue. Fixe ou train rentrant d'ailleurs. Les planeurs performants ont un train rentrant. La roue qui se situe... En fait, une roue principale qui se situe, disons, sous le pilote, grosso modo. Et il y a une roulette à l'arrière. Mais alors, pour décoller, il faut quand même une autre personne qui reste à l'extérieur, juste pour tout à fait les quelques secondes, c'est ça. Alors en fait, il y a quelqu'un qui prend le bout d'aile du planeur pour que les ailes soient horizontales au début du roulage. Oui, parce que finalement, le planeur, il a une aile qui touche quand il est à l'arrêt. Tant qu'il est à l'arrêt, il ne vole pas. Sauf s'il y a un vent très violent, auquel cas, éventuellement, il peut avoir les ailes horizontales. Donc vous mettez le moteur, vous, en tant que remorqueur de votre avion. À ce moment-là, vous mettez les pleins gaz? On met les gaz, puisque le moteur, il faut d'abord se positionner devant le planeur. Oui, vous êtes devant, bien sûr. Et puis ensuite, il faut tendre le câble. Et là? Et une fois que le planeur est prêt, les ailes levées horizontales, on met les gaz et on décolle. Voilà, et vous avez chacun un casque, bien sûr, vous pouvez correspondre. Oui, on est sur radio. Bien sûr. Le pilote du planeur confirme qu'il est prêt. Voilà, et là, hop, vous y allez, et à environ combien? 100 à l'heure, c'est ça? Il faut atteindre une vitesse. Le décollage se fait vers 100 km à l'heure pour l'avion. Pour l'avion. Le planeur, lui, décolle vers 80 à l'heure à peu près, mais il faut qu'il reste derrière le remorqueur. Oui, parce qu'on voit déjà le planeur qui commence déjà à se soulever, forcément. Oui, mais il ne faut pas qu'il soulève de trop, parce que sinon il soulève la queue de l'avion remorqueur. Et tout à l'heure, on a eu l'impression que l'avion avait tendance à aller un peu plus vite que vous. C'était un peu... Non, Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des changements d'assiette, c'est-à-dire qu'on cabre un petit peu, ou plus ou moins, en fonction de la vitesse, puisqu'il ne faut pas aller trop vite
ni trop lentement. Et comme aujourd'hui l'air est effectivement un petit peu turbulent, légèrement, il faut donc ajuster l'assiette en fonction de la vitesse. D'accord. Mais effectivement, il y a, une fois qu'on a décollé et qu'on arrive en bout de terrain, il y a brutalement une augmentation de vitesse. Donc c'est ce qu'on voit effectivement, le remorqueur qui monte relativement brutalement. Et alors après, vous montez, ça y est, Ouais. et à partir de quel moment vous lâchez le planeur C'est le pilote du planeur qui se largue. qui se largue. Et si possible, là où c'est bon. Alors, Sinon, il est obligé de revenir dardard au terrain. ça veut dire quoi là où c'est bon? Là où ça monte, Oui. voilà. Là où ça monte, donc il faut qu'ils connaissent bien les vents. On le voit de toute façon, on a à bord des deux machines, on a ce qu'on appelle un variomètre qui montre donc la vitesse verticale vers le haut ou vers le bas. Et donc là, avec le remorqueur, on monte à peu près à 2 mètres par seconde, mais lorsqu'on tombe sur un truc qui est bon, eh bien, ça dépasse les 2. Et donc là, si c'est confirmé, le pilote de planeur peut se larguer. Et donc là, il monte, il fait ce qu'il veut, il peut rester des heures en l'air. En fait, ça veut dire qu'on est passé sur un thermique, donc une colonne d'air chaud qui monte. Mais bon, il faut être quand même bien certain que c'est confirmé avant de larguer. Oui. Et il ne faut pas être trop bas non plus. Oui, voilà, Parce que c'est ça. si c'est pas bon, on est obligé de revenir en catastrophe. C'est déjà arrivé? Alors ils ont tous un parachute également. Oui, effectivement, le parachute est obligatoire dans les planeurs parce que pour des raisons de sécurité. Oui. Parce que le problème du vol à voile, c'est qu'il faut que ça monte et les endroits où ça monte, ça court pas les rues. C'est très localisé. Donc tous les planeurs ont tendance à être par exemple dans le même thermique. Et donc quelquefois, malheureusement, il y a des collisions parce que les gens ne font pas assez attention. Oui. D'où le parachute. Bon, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même dans les compétitions des planeurs où les gens vont à très très grande vitesse et il arrive c'est rare, mais ça arrive une rupture en vol. Les pilotes qui ne font pas attention à ce qu'on appelle la vitesse à ne pas dépasser. Là, il y a une aile qui peut partir. En fait, le problème, pour rentrer un peu plus dans la technique, les planeurs ont donc des ailes à très grand allongement, comme on dit, une très grande envergure, pour pouvoir avoir une bonne portance. Et du coup, elles sont fragiles à un phénomène qu'on appelle le flottement. C'est-à-dire que si on va très très vite, l'aile a tendance à se mettre à flotter brutalement, à passer en forme de W. C'est comme l'histoire du fameux pont là aux États-Unis qui s'est rompu sous l'effet d'un vent très violent. Donc c'est un phénomène de résonance en fait. Et là c'est instantané. Donc ça c'est propre effectivement aux planeurs vu la grande envergure. Parce qu'en général, en quoi sont-ils ces planeurs en général? Alors effectivement, pendant très longtemps, ils ont été en bois étoile, puis métal étoile, en toilage. Et puis maintenant, avec l'arrivée du composite, c'était de la fibre de verre et maintenant également de la fibre de carbone. Un peu comme les bateaux à voile Oui, de toute façon, ça s'est généralisé partout. Oui. En général, la fibre de carbone, c'est pour le longeon, c'est-à-dire la pièce maîtresse de l'aile. Le reste, c'est de la fibre de verre. D'accord. Et il a un grand cockpit. Plus ou moins grand. Il y a des fois, on le trouve un peu petit, il s'en est serré. On est à moitié allongé, c'est ce qu'on a. Il y en a un qui n'est pas très très large. Là, on a un problème pour prendre des trucs en vol, de quoi boire, le sandwich. Non, les grandes derrière, c'est pour les biplaces. Voilà. Mais apparemment, il y a quand même plus de monoplaces que. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, on a vu un biplace. Alors, en général, le passager est devant. Alors, il y a deux cas de figure. Si le pilote est un instructeur, il peut mettre le passager devant. Oui. Par contre, si c'est un pilote lambda, le passager est derrière. D'accord. Le commandant de bord, il doit être devant. D'accord. Et alors, tout bêtement, on a le palonnier, on a les commandes. Donc les commandes, c'est comme pour n'importe quelle machine volante. Donc il y a un manche, invention française d'ailleurs, je signale, Esnault Pelleterie. Exactement, oui. Et un palonnier, encore une invention française. Alors ça, les gens le savent moins, c'est Clément Ader, tout simplement. Ah oui, c'était Clément Ader. Sur l'avion numéro 3. Voilà. Alors la particularité des commandes du planeur, c'est que la machine est beaucoup plus légère. Donc elle a tendance à plus réagir, sauf éventuellement en roulis. Parce que comme les ailes sont très grandes, il y a évidemment de l'inertie. Puis surtout, il faut bien conjuguer manche et palonnier, de manière à ce que le vol reste symétrique. C'est pas le cas. Souvent, on se fait engueuler quand on est pilote d'avion parce qu'on n'est pas si symétrique sur un planeur. On n'a pas trop l'habitude du palonnier sur les avions. À quelle altitude vole par exemple le planeur? Ou jusqu'où peut-il aller? Totalement en fonction de la météo. Ça, oui. Ça peut être 200 mètres, comme c'est 1000, 2000, 4000.
Pendant longtemps, le record du monde a été à 14 000 mètres et là, il a été pulvérisé par le Perlan là, avec Brabus. Il y avait des femmes. Il y a des femmes pilotes de vol à voile. Hein, oui, et alors justement, est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport aux hommes? Il y a quand même plus d'hommes. Il y a quand même plus d'hommes. Plus d'hommes encore. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en vol à voile, les Français sont très bons au niveau mondial. Si les planeurs sont tous allemands, pratiquement, par contre, les champions du monde, d'ailleurs l'ancien chef pilote de Fayence, qui vient de partir à la retraite, est un champion du monde de vol à voile. Ah oui, d'accord. Équipe de France. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance. Je sais bien que tout ça, c'est technique, mais c'est quand même très important au niveau aviation. L'importance et la traînée. Vous pouvez nous dire C'est important ça. En fait c'est très simple, hein. Une machine volante pour voler il faut qu'il y ait de la portance, hein, donc qu'elle soit idéalement aspirée vers le haut, donc il faut compenser le poids, hein, et le poids est compensé par la portance de l'aile, et puis il faut avancer. Alors dans le cas d'un avion, il y a une traînée due à la forme de l'avion, hein, tout traîne, dès qu'il y a une forme ça traîne, donc sur un avion c'est compensé par le moteur, et sur un planeur c'est compensé par la vitesse en fait. La vitesse. En fait, le planeur est constamment en train de, entre guillemets, piquer par rapport à l'air. Hein. Et donc l'atterrissage. Alors par contre, comment on fait pour... C'est un peu bête, hein, encore une fois, puisqu'il n'a pas de moteur. Donc le planeur est toujours obligé de chercher les vents, d'accord? Le vent, il y a trois façons de voler. Hein. Il y en a une, c'est le vent qui remonte le long de la pente, hein, dynamique. Il y a les thermiques, la colonne d'air chaud qui monte. Donc là, on spirale dans la colonne. Et puis la troisième méthode, c'est le vol d'onde, hein, qui est le paradis du vélivol, où là, ce sont donc des ondulations à très haute altitude, et ce sont les seuls qui permettent de voler très haut. Hein. Et comment les reconnaître, ces ondes? C'est très simple. Hein. Lorsqu'on rentre dans de l'onde, tout d'un coup, le vol devient complètement calme. Ah oui. Donc on sait qu'on a touché l'onde. Alors après, il faut explorer pour savoir où elle se trouve, hein, dans quelle direction. Et on perd le nord au bout d'un moment. Par contre, il ne faut pas aller du mauvais côté, parce que là, c'est l'inverse. Oui, hein. voilà, c'est la chute à très grande vitesse. C'est compliqué quand même, hein, ça paraît... Oui, c'est pour ça que les pilotes de planeur sont en général de meilleurs pilotes, parce que déjà le pilotage est plus fin, et puis il faut connaître l'atmosphère. Là, on est vraiment livré au vent, carrément. Il n'y a plus l'atmosphère. Oui, à l'atmosphère. Complètement dépendant de l'atmosphère. Et pour l'atterrissage, alors après, comment ça se passe? C'est comme n'importe quelle machine volante. Hein. C'est très simple. Hein, là, sauf que c'est plus léger, c'est plus fin, donc il faut être plus... Et comme il n'y a pas de moteur, il faut être moins on peut pas rétrograder. Violent aux commandes. Oui. Et puis, il faut bien viser, hein. Il faut avoir un bon sens de la distance et de l'altitude, de son énergie en fait, totale. Alors si on est trop, il y a des aérofreins. Donc c'est un peu l'équivalent du moteur, les aérofreins, sauf que ça marche que dans un sens, hein. Celui du ralenti et la diminution d'altitude. Hein. Donc il faut bien viser. Voilà. Et puis après, il y a un arrondi et on se pose et on sort plus d'aérofreins éventuellement, s'il n'était pas au maximum. Et il y a des freins sur la roue. Qu'est-ce que c'est l'arrondi? L'arrondi, ça consiste à transformer une trajectoire qui intersecte le sol en une trajectoire parallèle. Très très bas, au-dessus du sol, juste la hauteur que la roulette touche tout doucement. La roue touche tout doucement. C'est vrai, on a vu de très beaux atterrissages là tout à l'heure, et le vôtre également, parce que quand on vous voit en avion, là, faire comme ça, en palier, hein, c'est la descente en palier, et impeccable, ça paraît si facile. Ouais. Ça paraît facile, mais... c'est une question d'habitude. Hein. Oui, tout à fait. Il faut doser aux manches. Et des planeurs, il y en a de plus ou moins grandes dimensions. Hein, Alors, il y a eu alors justement, la fibre de carbone a permis d'avoir des longerons de grandes dimensions, donc des grandes envergures, donc des grandes performances. Donc on est arrivé à 25 mètres d'envergure. On se rapproche d'un Airbus 300. Là. Et là, il y en a maintenant même qui ont 30 mètres d'envergure. Et il y en a qui ont des winglets, hein, comme les avions actuels. On se rapproche de plus en plus quand même des oiseaux. On copie carrément les oiseaux avec les rémiges là. Oui. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, la première machine volante, c'est un planeur. Hein. Bah oui, voilà. C'est un marin qui l'avait fait, le Brie. Ah bah oui, Jean-Marie Le Brie. Oui. Exactement, avec la barque ailée. Exactement, super. Et alors le suivant, justement, qui lui, par contre, a été raté, l'Albatros, lui, vraiment, il ressemble à un Albatros. Mais bon, il n'a pas volé. Très vrai. Et tout à l'heure, vous parliez aussi il y avait des planeurs allemands. Et là, il y a aussi une différence, il y en a qui ont des moteurs. Qui sont sur... ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'immense majorité des planeurs sont de fabrication allemande. Hein. Historiquement, à cause du traité de Versailles qui n'interdisait pas les planeurs, et depuis ça a toujours continué. Plus le système des académies Scheffler-Schule qui fait que l'industrie allemande a toujours de bons planeurs, mais il y a également des planeurs polonais, un peu de planeurs français. Voilà,
Et alors Fayence, pour revenir à l'aérodrome de Fayence, c'est un superbe aérodrome, un super emplacement. Fayence est à côté de, pas loin de Fréjus, Draguignan, Grasse. D'ailleurs, c'est à côté du camp de Canjuers, il faut faire très attention. Il faut qu'on cohabite. Voilà. De temps en temps, on entend les tirs au canon. Très bon endroit pour ceux qui veulent découvrir également le vol à voile. Ouais. Ils auront... Ça vole tous les jours, sauf quand il pleut. Alors, quelles sont vos prochaines conférences, Monsieur Philippe Young? Parce que vous en donnez beaucoup quand même, hein. Vous avez donné entre autres Roland Garros, vous avez donné... Donc la prochaine conférence, ce sera justement à Fayence sur Apollo 11. Apollo 11. Où j'étais au lancement. D'accord. Et à Paris, vous en donnez aussi? Vous avez fait Roland Garros, entre autres? J'en fais également une à Paris. Au Bourget aussi? Voilà, donc au musée de l'air et sur le centenaire du transport aérien. Puisqu'effectivement, je raconte que le transport aérien n'est pas né entre Paris et Londres, contrairement à ce que tout le monde dit, mais entre Nice et Cannes, aux surprises. Et étendu à Monaco la semaine d'après, donc c'est bien international. Oui. Et avant la Première Guerre. Et tout le monde peut venir à cette Oui, mais il faut s'inscrire avant. Hein. Et quand a-t-il lieu? De mémoire, c'est le 4 et le 5 octobre et ça doit se trouver sur le site de la DGAC, je pense. Sinon, après, on peut vous retrouver où pour vos futures conférences? Il y en aura une à Cannes également, voilà. Et puis à Washington, mais là c'est plus loin. On vous trouve sur Internet? Normalement, oui. Et qu'est-ce qu'on fait 3 AS? Bon, on trouvera. Là, je vois qu'il y a des avions qui arrivent et maintenant votre remorqueur, donc votre avion. Alors en fait, il va falloir vous avez fait le plein et maintenant il va falloir le laver et le ranger. Sur IDFM 98 Radio Anguin, notre rubrique aéronautique et marine, présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, la découverte du planeur avec Monsieur Philippe Young. Après le début de cette émission, nous avons quitté Fayence et nous nous sommes retrouvés avec Monsieur Philippe Young sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu où nous avons continué cet entretien. Parfois, vous entendrez les décollages et les atterrissages d'avions à moteur. Voilà, ce qui nous fera également découvrir certains avions que nous ne connaissons pas. Alors, quelle est l'origine de l'aérodrome de Fayence ? Oui, alors l'aérodrome de Fayence-Tourette a été en fait créé peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale et a d'ailleurs été inauguré par un pilote cannois tout à fait étonnant. C'était le premier pilote privé à Cannes, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a été le pilote de l'amiral Ramsay, qui était le patron de la flotte de débarquement, le 6 juin 1944, qui était également pilote d'essai civil et qui a été également très actif avec un pouls du ciel. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté la première compétition internationale pour un pouls du ciel en Angleterre. Alors, le pouls du ciel, si je ne me trompe, c'était un petit avion, tout petit, c'est ça ? Voilà, ça a été un avion pour tout le monde. Ça a été d'ailleurs à l'époque une véritable révolution. Le monde entier est parti. Il y a eu une véritable folie du pouls du ciel. Et puis évidemment, comme un peu n'importe qui les fabriquait et volait dessus, il a commencé à avoir des accidents. Et ce qui est intéressant, j'ai découvert que l'un des référents en matière d'enquête sur ces accidents était le PCCC, le Pouls du Ciel Club de Cannes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début, il y a eu brièvement un groupe aérien d'observation, un GAO, basé à Fayence. Et puis après la Deuxième Guerre, bien vu la situation tout à fait exceptionnelle par rapport aux Alpes, c'est devenu le premier club de vol à voile en France. Alors on dit vol à voile et on dit des planeurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, nous éclaircir là-dessus ? Alors c'est vrai que on appelle ça le vol à voile par analogie avec la voile, puisqu'en fait c'est la même chose, l'utilisation du vent, sauf que là c'est pas une voile, c'est un planeur, une machine volante. Et effectivement nous avions une fédération française de vol à voile, la FFVV, qui pour clarifier un peu vis-à-vis du public a décidé il y a quelques mois de devenir la FFVP, la Fédération française de vol en planeur. Et alors, il y a donc Fayence, mais il y a aussi un autre aéroclub aussi à Cannes, c'est ça ? Oui, alors donc Fayence se trouve à peu près à une demi-heure par la route de Cannes. Et alors Fayence, c'est un terrain uniquement en herbe, donc n'importe quel avion ne peut pas s'y poser. Le gros aéroport dans la région en matière d'aviation générale, c'est l'aéroport de Cannes, qui est d'ailleurs le deuxième plus gros en France, après le Bourget. Et donc, il y a 2 pistes en dur à Cannes, ce qui permet à tous les avions d'affaires à l'action, sauf le plus gros, les Gulfstream, de se poser. Alors, je vais vous demander quand même quelle est l'origine pour vous, Monsieur Philippe Young,
de cette passion. C'est quand même, ça fait partie d'une de vos passions. Oui, alors je peux le dire, puisqu'effectivement j'ai démarré en 1959, donc c'est mon 60e anniversaire cette année, et j'avais été très impressionné par les débuts du spatial et surtout les sondes lunaires russes. En fait, la sonde Luna 3 qui avait été la première à prendre des photos de la face cachée, hein. Tout le monde se demandait ce qu'il y avait derrière, mais je pense que le démarrage subliminal, si je peux dire, ça a été en 1957 le Spoutnik 1, le Bip Bip, qui est un de mes plus vieux souvenirs en la matière. Oui, d'accord, mais alors, et après, pourquoi le planeur? Ah bah le planeur, je fais partie de ce que les Anglais appellent un total aviation man, c'est-à-dire que je m'intéresse non seulement aux avions en tant qu'histoire, mais également en tant que technique, et puis également en tant que pilote. Oui, mais pardonnez-moi, mais il y a certains pilotes qui ne pratiquent pas le planeur spécialement, le vol à voile. Oui, alors effectivement, quand j'ai fait Super Héros, on était très subventionné, ce qui est d'ailleurs logique et je dirais bien, pour apprendre à piloter, et donc j'en ai profité pour acquérir un maximum de qualifications, donc le vol moteur, mais aussi le vol à voile, hein, le planeur bien entendu. D'ailleurs, du fait que les planeurs n'ont pas de moteur, on peut dire que le planeur forme de meilleurs pilotes. Du moins, le pilotage d'un planeur est quelque chose de plus difficile que le pilotage d'un avion, parce que la machine est plus légère, parce qu'il faut parfaitement connaître la météorologie, et donc, d'ailleurs, depuis peu, je crois que tous les pilotes d'Air France sont mis au vol à voile, hein, lors de leur formation. Est-ce qu'on peut demander à un pilote s'il préfère voler en avion moteur ou en planeur? Ah, c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire pas de préférence particulière. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le vol en avion, finalement, ce sont des lignes droites. Donc, l'intérêt, c'est le tourisme, hein, voir de beaux paysages. C'est quand même plus sympathique en montagne. Et l'intérêt du planeur, eh bien, c'est que justement, il faut se battre pour rester en l'air, pour essayer d'aller le plus loin possible. Et lorsqu'on fait du planeur en montagne, le but est très souvent justement d'être au plus près du relief pour bénéficier des ascendances. Et donc, c'est effectivement très spectaculaire. Et est-ce qu'il y a un temps, je ne vais pas dire, si, un temps record, vous-même, dans lequel vous êtes resté dans un planeur? Alors moi, je ne fais pas partie de ce qu'on appelle les circuiteurs, c'est-à-dire ceux qui essayent de faire des vols à très grande distance. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire quand même rester assis dans son planeur, allongé certes, mais pendant 8 heures, 10 heures. Et donc, c'est pas évident. Et puis, je suis plus tout jeune. Non, moi, mes vols les plus longs, ça a été de l'ordre de 5 heures. D'ailleurs, 5 heures, ça correspond justement à une épreuve du brevet. Ah oui, d'accord. C'est quand même pas mal, 5 heures non-stop en planeur. Oui, d'autant plus que lorsqu'on fait ces 5 heures pour le brevet, on est donc pas encore vraiment breveté. Oui. Et donc, en l'occurrence, ça a été 5 heures sur la même montagne. Oh là là. Donc il ne faut pas s'ennuyer. Puis la visibilité n'est pas très très bonne en plus, il fallait faire très attention. Et comme il y avait pas mal de planeurs, parce que les conditions étaient justement pas très bonnes, donc tous les planeurs étaient quasiment sur la même montagne, à côté de Challes-les-Eaux. Et donc il fallait faire très attention à la sécurité. Au moins ça maintenait éveillé. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il faut, on peut au bout d'un moment, je ne vais pas dire s'endormir, mais au moins quand même, et être un peu moins vigilant. Mais il n'y a pas de son du tout quand on est en l'air, et juste le vent. Alors voilà, contrairement à ce que les gens croient, c'est évidemment pas le silence total, puisqu'on est quand même en train de voler en général à environ 100 km/h, donc il y a quand même un petit sifflement d'air, hein, mais qu'on peut moduler, puisque si c'est en été, il faut aérer, et donc ça fait un peu plus de bruit. On peut justement ouvrir un petit peu le cockpit? Oui, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur le côté. D'accord. Oui, parce que certaines personnes me posaient la question, c'est pour les personnes un peu claustrophobes, enfin, vous allez me dire même en petit avion, hein, à ce moment-là, mais en planeur c'est quand même peut-être un peu plus proche, non? Bon, je sais pas. Bon, moi-même, je suis évidemment pas claustrophobe, mais oui, je pense qu'effectivement, être claustrophobe, ça doit être un peu rédhibitoire pour faire de l'avion, enfin de la machine volante. Hein. Oui, sachant qu'on peut un peu ouvrir, c'est différent quand même.
Non, c'est une aération. Hein, c'est pas... Oui, mais comment... Alors, il y a effectivement certains avions sur lesquels on peut faire coulisser la verrière vers l'arrière un petit peu. Mais bon, on reste quand même dans une boîte, on est un peu serré. Hein. Toutes ces machines doivent être légères, hein, donc on n'a pas beaucoup de place. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à piloter les planeurs ? Alors, déjà le planeur, c'est effectivement une très bonne école, je le redis une fois de plus. Ensuite, question âge, il vaut mieux commencer jeune. Alors il y a une règle, je ne connais pas le chiffre exact, mais effectivement il y a une règle qui dit tant d'années en plus égale tant d'heures en plus avant d'obtenir son brevet. C'est normal, hein, on est moins affûté, les réactions sont un peu plus lentes. Il y a des visites médicales aussi ? Bien sûr, hein, visite médicale tous les 2 ans jusqu'à 40 ans et après tous les ans. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Alors, il n'y a pas de limite d'âge officielle. Par contre, certains clubs l'imposent. Et puis, faut savoir être raisonnable aussi de temps en temps. Et au niveau tarif, hein, j'imagine que est-ce que c'est quand même abordable ? Alors ça, c'est justement un autre intérêt du planeur, c'est que c'est beaucoup moins cher. Parce qu'il n'y a pas de moteur. Hein. Le moteur est un élément très lourd et très coûteux pour un avion, plus l'essence qui est de plus en plus chère. Alors cela dit, le planeur, il faut quand même le lancer, le mettre en l'air. Donc ça se fait soit avec un avion remorqueur comme à Fayence, mais bon, le remorquer c'est dans une dizaine de minutes, quoi. Sauf si les conditions sont vraiment pas bonnes, ou qu'on veut faire un magnifique vol et il faut mieux partir tout de suite assez haut pour pouvoir faire une grande distance. Et donc aller un peu loin chercher le bon point. Sinon, l'autre méthode de lancement qui revient un peu à l'ancienne, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un treuil. Donc en fait, le planeur est tiré par un câble qui s'enroule sur un tambour de l'autre côté de la piste. Mais bon, pour ça, il faut avoir une piste suffisamment longue. Oui, voilà. Et il faut que les conditions locales soient quand même relativement bonnes, sinon on revient aussi sec au point de départ. Alors on va voir justement, là maintenant nous sommes sur le terrain, donc là aujourd'hui vous allez remorquer justement des planeurs et on va vous voir, pas évoluer mais tracter on va dire, justement on va voir le système et puis vous allez nous le décrire au fur et à mesure bien sûr. Et ces avions, par contre les petits avions ce sont des Morane, hein, c'est ça vous nous avez dit. Donc à Fayence je remorque sur Morane-Saulnier Rallye. Donc Morane-Saulnier, d'ailleurs, je signale, c'est la plus ancienne société aéronautique au monde, sauf que maintenant elle s'appelle Daher, mais c'est toujours la même société, à Tarbes. Et le rallye, c'est tout simplement l'avion français le plus construit, et en Europe d'ailleurs, après la guerre, puisque Airbus est européen, pas seulement français, avec près de 3400 exemplaires vendus dans le monde entier, y compris aux États-Unis, en Russie, etc. Alors pour remorquer, donc on met en route le moteur, on se place devant le planeur de façon à ce que le câble qui est accroché derrière le rallye, l'autre extrémité soit accrochée au planeur. Une fois que c'est fait, donc j'avance très lentement pour tendre le câble en faisant bien attention à ne pas donner un choc au planeur, c'est peut-être le point le plus difficile. Et puis lorsque le planeur est prêt, on lui met les ailes horizontales. Il y a un aide qui met l'aile horizontale et je décolle et j'essaye de trouver le bon endroit de manière. Alors c'est le pilote du planeur qui se largue, hein, quand il juge que c'est bon pour lui, il largue. À partir comment peut-on juger qu'on est prêt à être largué ? Alors déjà pendant le remorquer, lorsqu'on passe dans les ascendances, on a à bord un variomètre qui donne donc une vitesse verticale. Et là on voit que le variomètre monte vers le haut, donc ça veut dire qu'il y a une ascendance locale. Mais lorsqu'on connaît bien Fayence, on sait quels sont les endroits où l'ascendance va vraiment pouvoir être confirmée, va vraiment rester un certain temps. Notamment il y a une carrière tout près qui est souvent le point visé. Et puis sinon après on va vers la colline qui est tout près. Et là en général, avec le vent qui remonte le long de la pente, ce qu'on appelle le dynamique, on peut monter. Et donc on doit rencontrer des oiseaux de temps en temps en montagne ? Tout à fait. On les rencontre dans toutes les conditions, de loin, de près. Ouais. Récemment à Fayence, on a eu droit à tout un vol de vautours d'ailleurs. C'est intéressant parce que lorsqu'on cherche justement les bons coins, on regarde les oiseaux. Oui. Si les oiseaux tournent, c'est que c'est bon. Ils sont dans une ascendance. Mais quelquefois on arrive à des collisions. Moi j'en ai déjà eu 2 en planeur. Hein. Oh là là.
dont une lorsque j'étais en contrôle par le chef pilote à Challes-les-Eaux. Il y a une petite buse qui a tapé dans le bord d'attaque qui est tombée verticalement. Même le chef pilote n'avait jamais vu ça. Et puis sinon, plus tard, en Chartreuse, j'ai eu une collision tangentielle avec un oiseau qui a tapé sur le haut de la verrière. Et comme c'était tangentiel, ça n'a pas fait grand-chose, quoi. Sauf que le pauvre oiseau, il est resté, évidemment. On le redira tout à l'heure lors d'une seconde interview, mais il y a aussi donc quand même un parachute. Alors effectivement, une caractéristique du vol à voile, c'est l'obligation de porter un parachute. La raison est très simple, c'est que justement les conditions aérologiques ne sont pas bonnes partout sur Terre. Les bonnes conditions sont des endroits très localisés, donc la pente d'une montagne par exemple, et uniquement du côté face au vent, surtout pas de l'autre côté, là c'est l'inverse, comme on dit, ça dégueule. Ensuite il y a les ascendances thermiques, donc ce sont des colonnes d'air chaud qui montent, donc évidemment tous les planeurs se mettent dedans, et il faut bien faire attention. Alors il y a ceux qui sont arrivés les premiers qui sont déjà plus haut dans la colonne, mais il faut quand même faire attention lorsqu'on rentre dans cette ascendance, ce qui fait que malheureusement de temps en temps il y a des collisions. Et l'autre cas de figure, mais là c'est plus réservé aux compétitions, dans le cas des compétitions, les pilotes cherchent évidemment à voler à la vitesse maximale. Et comme les planeurs sont des machines qui ont besoin d'une portance significative, ça aboutit à des ailes à grand allongement, comme on dit, donc une très grande envergure, donc une très grande souplesse. Et donc les planeurs sont plus sensibles à ce qu'on appelle le flottement, c'est-à-dire une brutale mise en vibration, en oscillation de l'ensemble de l'aile. Je donne toujours l'exemple du fameux pont aux États-Unis qui, avec un très fort vent, a commencé tout d'un coup à se tordre et à casser, quoi. C'est la même chose, c'est un problème de flottement. Pour les experts, c'est un phénomène de résonance entre la structure du planeur et la vibration de l'air. Et ça, c'est instantané. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des vitesses à ne pas dépasser dans les machines volantes, et il ne faut surtout pas les dépasser parce que sinon on risque la rupture avec flottement. Mais bon, dans le feu de la compétition, certains pilotes suppriment toutes les marges et il y en a qui ont perdu les ailes. Et quelle est à peu près cette vitesse qu'il ne faudrait pas dépasser pour un planeur, c'est entre 250 et 300 km à l'heure. Un planeur, ça vole finalement pas très vite. En général, on vole à 100, 140. Oui, évidemment. En fait, quand on veut travailler dans une colonne d'air chaud, quelquefois la colonne est très très mince, donc il faut virer très serré, et donc il ne faut pas être trop rapide, sinon on sort de l'ascendance. Par contre, lorsqu'on appelle les transitions, donc entre les bons coins d'un à l'autre, là c'est l'inverse. Avec les planeurs modernes, l'intérêt est le plus vite possible, de manière à ne pas perdre trop de temps dans les descendances. Non, mais c'est pas évident. C'est tellement joli à voir comme ça quand on est nous sur Terre, avoir évolué un planeur, mais on se rend pas compte à ce point de la difficulté, enfin la justesse. Voilà, donc c'est effectivement ça qui fait la différence avec le vol moteur. Ah, voilà un petit avion qui va décoller. Un son particulier. Donc ça c'est un Piper. Un Piper. Construction américaine. Qui a été longtemps le numéro 1 mondial de la construction des avions légers, le fameux Piper Cub. C'est un biplace ou 4? C'est un biplace? Oui, celui-ci par exemple. Ça c'est un 3-4 places. 3-4 places, d'accord. D'ailleurs, c'est celui à qui on a donné le nom. C'est celui à qui on a donné le nom d'un pionnier de l'aviation locale, Auguste Maïcon. C'est celui qui s'est fait connaître. Il était agent Caudron après la Première Guerre mondiale. Il avait même été pressenti pour tenter une traversée de l'Atlantique juste après la Première Guerre mondiale. En fait, il était pilote. C'était déjà un pilote d'affaires. Il était pilote pour Monsieur Singer, une machine à coudre, qui avait une villa dans le coin. Et il s'est fait connaître en passant sous le pont du Var avec son Condro. Et ensuite, c'est lui qui est donc assez logiquement devenu le pilote d'essai du premier constructeur d'avions dans le sud-est de la France, un Romano à Cannes. Donc c'est lui qui a fait le premier vol du Romano R1. Il faut ajouter que M. Philippe Pion est un conférencier, donc il a tout un panel d'histoires aéronautiques, entre autres, à nous raconter, et aussi spatiales, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire à propos du vol à voile à nos auditeurs? Quelque chose qui vous interpelle?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la France a des résultats sportifs absolument remarquables, d'ailleurs, de manière générale, dans tout ce qui touche à l'aviation. Malheureusement, on n'en parle jamais. Et pourtant, on a une pluie de médailles d'or, d'argent, rien qu'en voltige aérienne, par exemple, donc sur avion. La France vient de faire un triple coup extraordinaire. Il y a donc des championnats du monde de voltige. Eh bien, les 3 derniers championnats du monde, dont cette année le dernier en date, la France a tout gagné. Le champion du monde est français, la championne du monde est française, et évidemment, la France est championne du monde. Et notamment les Russes et les Américains essayent par tous les moyens de nous empêcher. Ils ont même embauché l'ancien entraîneur de l'équipe de France, et malgré ça, on reste numéro 1. Et nous avons notamment à Fayence un ancien de l'équipe de France de voltige. Qui est Pierre Albertini. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur Philippe Young, si vous avez encore d'autres choses, un point encore... c'est vrai que l'aéronautique, on en parle un peu en France, mais peut-être pas assez. Par rapport... on parle du spatial, beaucoup aussi, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses méconnues au niveau de l'aéronautique. Et vous êtes là, entre autres, parmi aussi d'autres personnes, bien sûr, à faire mieux connaître. C'est pour ça que vous êtes sur nos ondes également, de IDFM 98 Radio Anguin, pour parler de l'aéronautique en général. Merci à vous, merci, et puis on espère qu'il y aura de futurs planeurs, pilotes de planeurs, on va dire, et qui puissent survoler et voir en même temps. C'est magnifique d'être comme un oiseau. Alors effectivement, ce que je pourrais peut-être rajouter, alors d'abord préciser qu'il n'y a pas qu'en voltige avion qu'on a de brillants résultats, c'est également donc en vol à voile, vous l'aurez compris, mais également en parachutisme par exemple, mais également en rallye aérien, il y a aussi des compétitions. Et alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est que du côté des machines, des planeurs, l'immense majorité des planeurs dans le monde sont allemands. Et l'anecdote est en un certain sens intéressante, puisque l'origine c'est le traité de Versailles. Les Allemands ont donc été interdits après la Première Guerre mondiale, spécifiquement de construction d'avions militaires, bien sûr, mais d'avions en général. Et puis dans le traité, on n'a pas marqué spécifiquement planeurs et fusées. Et ça explique beaucoup de choses. Donc ça explique pourquoi l'Allemagne a été extrêmement active en vol à voile dans l'entre-deux-guerres, et c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'effectivement en moyenne les pilotes allemands étaient meilleurs que les pilotes alliés, parce qu'ils justement ils étaient formés sur planeur, ce qui n'était pas interdit. Et aujourd'hui encore ça perdure, ne serait-ce que parce qu'il y a également un système exceptionnel en Allemagne, les AK-Flieg, donc AK-Fliegerschule, des universités spécialisées entre autres dans le vol à voile. Il y a par exemple Munich, Darmstadt et Francfort. Et donc les étudiants ont comme projet de faire un planeur. Et s'ils sont bons, le planeur vole. Et si le planeur vole bien, il est ensuite passé dans l'industrie. Et puis bien sûr, pour ce qui est des fusées, la suite est connue. Von Braun, la fusée A4 militarisée sous le nom de V2, et puis l'homme sur la Lune. Alors c'est d'ailleurs une de vos conférences, parmi toutes vos conférences aussi, donc sur l'espace. Mais écoutez, Monsieur Philippe Young, déjà merci pour cette émission sur le vol à voile, le planeur. Et donc je le disais, nous étions à Fayence, à moitié à Fayence, on va le dévoiler, à moitié à Fayence, à moitié à Cannes, Cannes-Mandelieu, dans la région en tout cas du sud-est de la France. Et c'est un des meilleurs, c'est vrai, c'est un des meilleurs endroits quand même pour pratiquer, on va dire, le vol à voile et la montagne, dans la montagne. Merci infiniment et à très bientôt sur nos ondes de IDFM 98 Radio Anguin. Nous remercions infiniment Monsieur Philippe Young pour toutes ces informations sur le planeur. Restez sur IDFM 98 Radio Anguin, le programme continue.